Abandonnée et sans abri, une pauvre femme enceinte dort sur un banc. Un PDG millionnaire change tout. Camille Moreau n'avait que 27 ans, mais elle portait déjà sur les épaules un poids qui aurait courbé bien des femmes. Depuis la mort soudaine de son père 2 mois plus tôt, sa vie s'était effondrée comme un château de cartes. Sa belle-mère, glaciale et autoritaire, ne l'avait jamais vraiment acceptée, encore moins lorsqu'elle avait découvert que Camille était enceinte de 5 mois. La tension à la maison avait rapidement cédé place à l'hostilité, puis à l'intolérance. Un soir de pluie fine et de silence pesant, la femme avait ouvert grand la porte, posé les valises de Camille sur le trottoir et refermé sans un mot. C'était tout. Aucun appel, aucune main tendue, juste un claquement sec dans la nuit parisienne. Camille n'avait pas d'amis proches à qui se confier et encore moins de famille qui aurait pu l'accueillir. Sa grossesse l'éloignait de certains milieux et la peur du rejet ou de l'inconnu l'empêchait de se rendre dans un centre d'accueil. Trop d'histoires circulaient sur ces lieux. Elle voulait préserver au moins cela, un semblant de dignité, même au prix de nuit à la belle étoile. Cette nuit-là, elle s'installa sur un banc de la place des Vosges, serrant contre elle un sac à dos usé et un manteau bien trop fin pour le froid de fin novembre. La lune peinait à percer la couverture nuageuse, et les rares passants marchèrent vite, sans prêter attention à la jeune femme recroquevillée dans l'ombre. Le sol était dur, l'air mordant, et ses doigts engourdis par le froid tremblaient malgré elle. Son ventre arrondi l'empêchait de trouver une position confortable, et chaque mouvement faisait grimacer son dos. Les heures passaient lentement, rythmées par le vent sifflant entre les branches nues des platanes. Camille avait tenté de dormir, mais la peur l'en empêchait. Peur d'être réveillée par un inconnu, peur que quelqu'un s'en prenne à elle, peur que son corps ne tienne pas. Mais plus encore, elle redoutait le silence oppressant qui entourait sa solitude. Il n'y avait plus de voix familière, plus de regards aimants, juste elle, son enfant à naître, et la ville indifférente. À mesure que la nuit avançait, les pensées s'embrouillaient dans son esprit fatigué. Elle se rappelait les mains rugueuses de son père, sa voix rassurante, ses promesses de protection éternelle. Il aurait su quoi faire, il aurait su la défendre. Mais il n'était plus là, et elle devait affronter seule un monde qui semblait avoir oublié qu'elle existait. Son regard se posa sur un couple qui passait en riant, bras dessus, bras dessous, emmitouflés dans de longs manteaux élégants. Ils ne la virent même pas. Elle détourna les yeux, honteuse de sa propre misère. Elle avait connu de beaux jours pourtant. Étudiante brillante, elle avait décroché un poste dans une librairie indépendante du Marais, un endroit chaleureux où les livres semblaient parler entre eux et où les clients fidèles demandaient conseil en lui souriant. Mais la librairie avait fermé il y a 1 an, emportée par la vague des fermetures économiques, et avec elle s'était envolé son salaire, sa routine et ses projets. Son ventre remua doucement, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Elle posa les mains dessus, cherchant un réconfort fragile. « Je te promets que je vais tenir », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Pour toi, je vais me battre. Mais comment se battre quand on n'a plus rien? Pas même un toit, pas même une couverture digne de ce nom. » Elle songea à se rendre à l'hôpital, prétendre une urgence, juste pour avoir un lit chaud. Mais la peur d'être séparée de son enfant, d'être jugée, l'immobilisait. Elle préférait souffrir en silence, cacher sa détresse plutôt que la voir exposée à des regards condescendants. Les premières lueurs de l'aube commencèrent à colorer les toits parisiens d'une teinte pâle et glacée. Les lampadaires s'éteignaient un à un, et la ville reprenait son souffle. Camille, les yeux cernés, le visage pâle, resta immobile. Elle ne savait pas encore ce que cette nouvelle journée lui réserverait. Peut-être rien d'autre qu'une autre errance, une autre lutte pour quelques euros, une autre humiliation discrète dans un café où elle chercherait à se réchauffer sans consommer. Mais au fond d'elle, une étincelle persistait, faible, vacillante, mais présente. L'amour qu'elle portait pour l'enfant qu'elle portait suffisait à la maintenir debout. Elle ne savait pas d'où viendrait l'aide, ni quand, ni sous quelle forme. Mais elle devait croire qu'il y aurait une issue. Car l'alternative était insupportable. Laisser le froid et le désespoir la briser complètement. Et tandis qu'elle fermait les yeux, prête à s'assoupir quelques instants, malgré l'inconfort, elle ne savait pas encore que le destin avait déjà commencé à tourner. Dans les rues encore calmes de Paris, un inconnu marchait vers elle, les mains dans les poches d'un long manteau sombre, avec dans le regard une lueur qu'il ne comprenait pas encore lui-même.
Camille, sans le savoir, s'apprêtait à vivre le début de la plus grande transformation de son existence. Les rayons blafards du matin s'étaient infiltrés entre les branches nues des arbres de la place des Vosges, caressant à peine le visage blême de Camille. Les traits tirés, le souffle court, elle ouvrit lentement les yeux, surprise de s'être assoupie malgré le froid. Son corps endolori protestait à chaque mouvement, mais elle se redressa lentement, en tenant son ventre comme si cela pouvait empêcher le monde de lui tomber encore dessus. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose à côté d'elle, posé délicatement sur le banc. Une petite tasse en carton fumante, encore tiède, exhalant le parfum fort et amer du café noir. À côté, un simple papier plié en deux. Elle le prit entre ses doigts tremblants et lut, sans signature, ces mots tracés à la main d'une écriture ferme mais soignée. « Ce n'est pas tout ce que vous méritez. » Camille regarda autour d'elle, le cœur battant. Qui avait laissé cela? Était-ce un simple acte de charité? Une caméra cachée? Elle scruta les alentours, les passants pressés, les vitrines encore fermées, les volets de pierre des immeubles anciens. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur un homme, de l'autre côté de la place, immobile. Grand, vêtu d'un long manteau de laine sombre, une écharpe enroulée autour du cou, il la fixait sans hostilité, les mains dans les poches. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Il inclina légèrement la tête, comme pour saluer ou rassurer. Puis, sans un mot, il tourna les talons et s'éloigna à pas mesurés, disparaissant bientôt parmi la foule croissante du matin. Camille se leva précipitamment, tentant de le suivre, mais ses jambes engourdies l'empêchèrent de courir. Elle le perdit de vue avant d'avoir quitté les grilles de la place. Essoufflée, elle s'arrêta, frustrée de ne pouvoir lui parler, lui dire merci au moins. Ce geste simple, anonyme, l'avait touchée plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se sentit soudain moins invisible, moins seule. Quelqu'un, quelque part, avait remarqué sa détresse et choisi de ne pas détourner le regard. Elle retourna s'asseoir, les mains autour du gobelet. Le liquide réchauffait doucement ses paumes, comme un rappel qu'il existait encore une humanité dans cette ville trop vaste. Elle but lentement, savourant chaque gorgée avec gratitude. Le message tournait en boucle dans son esprit. « Ce n'est pas tout ce que vous méritez ». Cette phrase résonnait comme une promesse ou une révélation. Mais qui en était l'auteur? Et pourquoi ce geste, à elle, une inconnue? Ce jour-là, Camille décida de ne pas errer sans but. Elle utilisa les quelques pièces qu'elle avait pour acheter un croissant sec dans une boulangerie du coin, puis se rendit à la bibliothèque municipale pour se réchauffer et chercher des offres d'emploi. Elle savait que ses chances étaient minces, enceinte, sans adresse fixe, sans téléphone, mais elle voulait tenter. Elle devait au moins essayer, pour elle, pour le bébé. À midi, elle sortit pour chercher des adresses de restaurants ou de boutiques qui affichaient des panneaux de recrutement. Elle arpenta les rues du Marais, s'arrêtant timidement devant les vitrines, s'armant de courage pour pousser la porte. Partout, les réponses étaient les mêmes. « Non, désolé, pas maintenant, nous avons déjà du personnel. » Certains regardèrent son ventre avec gêne, d'autres avec pitié. Aucun ne lui proposa une seconde chance. Mais ce café sur le banc ne quittait pas son esprit, l'homme bien habillé. Son regard, il avait semblé différent. Pas compatissant, non. Curieux, lucide, peut-être même troublé. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Le soir venu, elle retourna à la place des Vosges. Le banc était vide, comme elle l'avait laissé. Elle s'y assit de nouveau, plus par habitude que par nécessité. Le froid revenait, insidieux, mordant. Mais ce soir, il lui semblait un peu moins cruel. Elle pensait à ce billet, qu'elle avait soigneusement plié et rangé dans une des poches intérieures de son manteau. C'était dérisoire, mais c'était devenu un talisman. Elle ferma les yeux un instant, imaginant le visage de l'homme. Elle ne l'avait vu que quelques secondes, mais il y avait eu une intensité dans ce bref échange visuel qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas un regard de commisération, plutôt un éclat de compréhension. Elle n'espérait pas le revoir. Les gens comme lui ne croisent pas deux fois les mêmes chemins, surtout pas ceux de femmes en marge, enceintes et sans toit. Pourtant, quelque chose en elle refusait de l'oublier. Cette nuit-là, elle ne dormit pas sur le banc. Une vieille femme l'avait remarqué la veille et lui avait proposé, contre quelques euros, un coin de chambre dans un appartement vétuste près de Bastille. Un matelas sur le sol, un radiateur soufflant, un bol de soupe tiède. Camille accepta. Ce n'était pas un chez-soi, mais ce n'était pas la rue. Et dans le silence de cette chambre grise,
Elle pensa de nouveau à l'homme au café, à ses gestes, ses silences, au mystère qu'il avait laissé derrière lui. Elle se demanda s'il repasserait par la place, s'il pensait encore à elle, mais elle ne se doutait pas que le destin qui avait déjà commencé à tisser ses fils allait les réunir bien plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Et cette fois, ce ne serait ni une tasse de café, ni un billet. Ce serait un véritable face-à-face. 2 jours s'étaient écoulés depuis ce matin étrange à la place des Vosges. Camille, toujours hébergée dans le petit appartement délabré près de Bastille, avait décidé de ne pas baisser les bras. Elle passait ses journées à parcourir les rues de Paris, à frapper timidement aux portes, à interroger les commerçants, les cafés, les boulangeries. Rien. Les refus s'enchaînaient, polis ou expéditifs, souvent teintés de gêne lorsqu'on apercevait la rondeur de son ventre sous son manteau trop grand. Ce jeudi matin, elle avait décidé de tenter sa chance plus au sud du Marais. Une brasserie branchée, connue pour employer des jeunes sans expérience, avait récemment rouvert ses portes. Camille s'était levée tôt, avait lavé ses cheveux dans l'évier et ajusté au mieux ses vêtements. Elle voulait faire bonne impression, malgré la fatigue, malgré les nuits courtes et la tension constante. Son reflet dans une vitrine lui renvoya une image terne, mais ses yeux, eux, trahissaient une détermination que rien n'avait encore réussi à éteindre. Lorsqu'elle arriva devant le restaurant, elle remarqua tout de suite le véhicule stationné juste devant. Une berline noire, lustrée, aux vitres teintées. Un chauffeur en uniforme patientait derrière le volant, regard fixé droit devant lui. Camille hésita une seconde, puis entra dans l'établissement. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, presque silencieuse malgré l'heure. Un homme, debout près du comptoir, donnait des instructions à un serveur. Camille le reconnut aussitôt, et son souffle se coupa. C'était lui, l'homme de la place des Vosges, le café, le billet, le regard. Il portait un costume gris anthracite parfaitement taillé, une montre discrète mais précieuse, et son visage, plus proche cette fois, lui sembla à la fois sévère et fatigué. Elle n'eut pas besoin de réfléchir, son instinct la poussa en avant. « Excusez-moi » commença-t-elle, la voix tremblante. Il se tourna lentement vers elle. Pendant une fraction de seconde, il la regarda sans réaction. Puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il se souvenait. C'était évident. « Mademoiselle Moreau ?» demanda-t-il doucement, comme s'il testait le nom sur sa langue. Elle hocha la tête, surprise qu'il la connaisse. Il poursuivit sans détour. « Je vous ai vu l'autre matin. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. Mais je n'ai pas voulu vous alarmer. C'était vous le café? Et le billet ?» souffla-t-elle encore ébranlée. Il acquiesça d'un signe lent. Son regard semblait sincèrement préoccupé, mais retenu par une certaine distance, comme s'il luttait entre une impulsion humaine et un devoir de réserve. « Je m'appelle Étienne Dumas », dit-il finalement. « Je suis désolé de ne pas m'être présenté plus tôt. » Le nom lui évoquait quelque chose. Elle l'avait entendu à la télévision ou lu dans un article, et puis cela lui revint. Étienne Dumas, PDG de Dumas Technologies, une entreprise française ayant percé à l'international dans les domaines des logiciels de sécurité et des plateformes intelligentes. 36 ans, figure du succès parisien, souvent photographié lors de galas, toujours discret, presque inaccessible. Camille sentit une vague d'inconfort l'envahir. Que faisait un homme comme lui ici devant elle? « Je ne voulais pas d'aumône, » dit-elle rapidement. « Je ne cherche pas de pitié. »« Je n'en offre pas, » répondit-il simplement. Le silence s'installa un instant, dense, presque solennel. Camille baissa les yeux, puis les releva avec courage. « Merci, » murmura-t-elle. « Ce matin-là, vous avez été la seule personne à voir que j'existais encore. » Étienne détourna brièvement le regard, comme troublé par ces mots, puis il sembla prendre une décision. « Vous cherchiez un emploi ici ?» demanda-t-il, changeant de ton. Elle hocha la tête. Il consulta sa montre, puis fit un signe au serveur lui demandant quelques minutes. « Venez, dit-il. Marchons un peu. » Dehors, le froid piquait encore, mais Camille le sentit à peine. Marcher aux côtés de cet homme, si différent de son monde, avait quelque chose d'irréel. Étienne parlait peu. Il l'écoutait surtout, posant des questions précises mais respectueuses. Elle lui raconta, avec pudeur, la perte de son père, l'éviction brutale, la grossesse qu'elle portait seule. Elle omettait les détails les plus douloureux, mais il comprenait l'essentiel. Arrivé près du pont Louis-Philippe, il s'arrêta. « Écoutez, dit-il, je ne fais pas souvent ce genre de proposition,
Mais il se trouve que nous avons un poste temporaire d'assistante administrative à pourvoir. Rien de très prestigieux mais stable, rémunéré, et dans un environnement professionnel. Si vous êtes intéressé... » Camille resta figée. Était-ce réel? Était-ce une manœuvre? Un piège? Mais elle lut dans son regard une sincérité difficile à feindre. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, les mains sur son ventre. « Parce que je crois que vous avez plus à offrir que ce que les gens veulent voir, » répondit-il. Elle réfléchit une seconde. Elle n'avait rien à perdre, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, une toute petite chance à saisir. « D'accord, dit-elle. Je veux essayer. » Étienne hocha la tête, presque soulagé. Il sortit une carte de visite et la lui tendit. « Présentez-vous demain matin à l'adresse indiquée. Demandez Morgane, elle vous orientera. » Le vent se leva, soulevant les cheveux de Camille. Étienne lui sourit brièvement, puis retourna vers sa voiture. Elle resta là, carte en main, le cœur battant. Ce jour-là, dans le froid de Paris, elle avait franchi un seuil invisible, et rien désormais ne serait plus jamais pareil. Le lendemain matin, Camille se réveilla avant l'aube, le cœur battant, à l'idée de ce qui l'attendait. La carte de visite d'Étienne Dumas reposait encore sur la table branlante à côté du matelas. Elle l'avait relue une dizaine de fois, comme pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Dumas Technologies. Adresse dans le 8e arrondissement. Un nom. Morgane. Elle prit une douche rapide, emprunta un pull un peu plus propre à sa logeuse en échange d'une pièce de monnaie, attacha ses cheveux en un chignon sobre. Elle voulait donner l'image d'une femme fiable, sérieuse, même si son sac à dos usé et ses chaussures fatiguées racontaient une autre histoire. À 7h30, elle était déjà dans le métro, les yeux fixés sur les vitres, comme si son reflet pouvait la rassurer. Les bureaux de Dumas Technologies occupaient 3 étages d'un immeuble élégant près de la place de la Madeleine. L'entrée était vaste, baignée de lumière, décorée avec sobriété. Camille inspira profondément avant de s'approcher de la réception. « Bonjour, je suis attendue par Morgane. Je viens de la part de Monsieur Dumas. » La réceptionniste leva à peine les yeux, mais appela aussitôt quelqu'un. Quelques minutes plus tard, une femme brune vêtue d'un tailleur strict s'approcha avec un dossier à la main. « Mademoiselle Moreau, je suis Morgane Lenoir. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Camille lui emboîta le pas, observant les murs vitrés, les couloirs impeccables, les écrans affichant des données incompréhensibles. L'univers était radicalement différent de tout ce qu'elle connaissait. Dans une salle vitrée, Morgane lui tendit un formulaire à remplir et commença à lui expliquer les tâches. Gestion de courriel, mise en forme de rapport, classement de dossiers. Rien de très complexe, mais exigeant rigueur et discrétion. « C'est un contrat temporaire, renouvelable », expliqua Morgane. « Vous serez sous la supervision de Madame Chauvry, au 2e étage. Et oui, Monsieur Dumas nous a parlé de vous. » Camille hocha la tête, reconnaissante, mais elle sentit le regard inquisiteur de Morgane sur son ventre. Elle ne dit rien, mais Camille devina les questions muettes qui flottaient déjà dans l'air. Les premiers jours furent un choc. Le rythme, les codes, les visages fermés. Elle n'était pas familière avec l'univers technologique, mais elle s'appliqua, se concentra, acceptant chaque tâche avec diligence. Ce qu'elle ne comprenait pas, elle le demandait avec politesse. Elle ne voulait pas décevoir. Mais très vite, elle sentit les regards. Pas ceux de Morgane, ni ceux de sa superviseure directe, mais ceux des autres. Chuchotements dans les couloirs, sourires en coin lorsqu'elle passait. 2 employés à la cafétéria arrêtèrent net leur conversation en la voyant entrer. Un stagiaire lança un jour en la croisant. Les critères de recrutement ont changé, à ce qu'il paraît. Elle comprit. Les rumeurs circulaient, la protéger du patron. La fille enceinte sortie de nulle part, à qui on donnait un bureau, un badge, un salaire. Certains pensaient sûrement à une liaison, d'autres à une faveur douteuse. Le plus difficile, ce n'était pas l'insinuation. C'était l'humiliation silencieuse, celle qu'on ne pouvait pas affronter directement. Camille tenta d'ignorer. Elle s'accrochait à sa tâche, à son autonomie, à ce sentiment fragile de redevenir utile. Étienne, lui, ne l'avait pas revu depuis leur rencontre. Il n'était qu'un nom lointain, un visage aperçu dans les couloirs ou dans les mails internes, signé avec une sobriété froide. Un soir, alors qu'elle classait des dossiers, Morgane passa devant son bureau. « Tenez bon », lui souffla-t-elle sans s'arrêter. Cette phrase simple, presque banale, lui donna la force de continuer. Elle comprit que tout le monde n'était pas hostile. Mais le doute, lui, restait.
Pourquoi Étienne lui avait-il vraiment tendu la main? Était-ce seulement de la compassion, une impulsion ou une dette obscure qu'il cherchait à apaiser? Elle décida de rester prudente, de ne pas se laisser bercer par de fausses illusions. Elle avait déjà trop perdu pour se permettre de croire encore aux contes de fées. Et pourtant, un matin, tout changea. Camille, installée devant son poste, reçut un appel interne. La voix était ferme mais courtoise. « Monsieur Dumas souhaite vous voir dans son bureau. Maintenant. » Elle se leva lentement, tenta de calmer le tremblement de ses mains. En montant les escaliers, elle se demanda ce qu'elle avait bien pu faire de travers. Lorsqu'elle frappa à la porte et entra, Étienne l'attendait debout, les bras croisés devant la baie vitrée. « Mademoiselle Moreau, » dit-il en se tournant vers elle, « j'aimerais savoir comment se passent vos débuts. » Elle resta un instant interdite. Ce n'était pas un reproche, c'était une réelle question. « J'apprends vite, » répondit-elle. « Je fais de mon mieux. » Il hocha la tête. Un silence s'installa. Puis il ajouta « Vous avez entendu des choses, je suppose, à votre sujet. »« Oui, » murmura-t-elle. « Mais ce n'est pas grave. » Il s'approcha du bureau, posa une main sur le dossier de cuir. « Je vous ai embauché parce que j'ai vu en vous quelqu'un qui se bat. Et je crois que les gens qui luttent méritent une chance, même quand ça dérange. » Elle le fixa un instant sans savoir quoi répondre. Ces mots l'avaient touchée, mais elle ne savait toujours pas ce qu'ils signifiaient vraiment. Étienne lui tendit un dossier. « Continuez comme ça. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'avez pas votre place ici. » Elle prit le dossier, sortit, le cœur battant. Ce jour-là, elle comprit qu'au-delà des rumeurs, quelque chose de plus complexe se tissait. Une trame invisible, entre elle et cet homme qu'elle connaissait à peine. Les semaines suivantes apportèrent à Camille une routine fragile, mais réelle. Elle arrivait chaque matin un peu avant 9 heures, s'installait à son bureau, traitait ses dossiers avec une minutie silencieuse. Elle évitait les conversations inutiles, restait en retrait lors des pauses et repartait discrètement le soir. Chaque jour, elle apprenait un peu plus à naviguer dans ce monde d'emails codifiés, de réunions à huis clos, d'ambitions feutrées. Elle notait les termes techniques, les acronymes, les habitudes des uns et des autres. Son ventre, de plus en plus arrondi, limitait ses mouvements, mais pas sa volonté. Étienne Dumas ne lui avait plus reparlé directement depuis leur échange dans son bureau. Pourtant, elle sentait sa présence à distance. Un regard croisé dans un couloir, une remarque indirecte dans un rapport, une note laissée à son attention via Morgane. Il ne l'ignorait pas mais ne s'imposait jamais. Camille, de son côté, se sentait partagée entre la reconnaissance et une prudence instinctive. Elle ne savait pas quel genre d'homme il était réellement. Et elle ne voulait pas, une fois de plus, dépendre d'un autre. Un mardi après-midi, alors qu'elle classait des archives dans un bureau secondaire, elle surprit une conversation dans le couloir adjacent. 2 employés discutaient à voix basse, sans savoir qu'elle était tout près. « Tu sais qu'il l'a rencontrée dans la rue ?» disait l'une, moqueuse. « Littéralement sur un banc. Ce n'est pas la première fois qu'il ramasse une naufragée, » répondit l'autre. « Tu te souviens de Madeleine ?» Ce nom fusa comme une flèche. Camille retint son souffle. Madeleine. Elle, au moins, avait une carrière avant de finir dans ses bras, poursuivit la première. Camille, c'est différent. Il cache quelque chose. La seconde soupira. Peut-être qu'il essaie simplement d'oublier ce qu'elle lui a fait. Madeleine l'a détruit pendant des mois. Il est devenu paranoïaque. Camille ne bougea pas. Elle attendit que les pas s'éloignent, puis sortit lentement du bureau. Elle retourna à son poste, le cœur troublé. Ce prénom, Madeleine, ne lui était pas inconnu. Elle l'avait vu dans les magazines People, associé au nom d'Étienne. Une femme superbe, ambitieuse, patronne d'une agence de communication influente. Leur séparation avait été médiatisée à outrance. Des articles avaient parlé d'infidélité, de trahison, de pressions internes. Un scandale discret mais profond dans les cercles du pouvoir. De retour chez elle ce soir-là, Camille fit quelques recherches discrètes sur un ordinateur de la bibliothèque municipale. Madeleine Vasseur, 38 ans, réputation féroce. Elle semblait omniprésente dans certains milieux, mais discrètement redoutée. Camille lut, sans cligner des yeux, un article qui la décrivait comme « la femme qui connaissait tous les secrets d'Étienne Dumas ». Un frisson la parcourut. Les jours suivants furent lourds d'un malaise qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle avait l'impression d'être épiée. Une silhouette l'avait suivie à distance près du métro, puis disparut au coin d'une rue. Un autre soir, elle avait remarqué que sa boîte aux lettres avait été forcée. Aucun vol,
mais une sensation d'intrusion persistante. Elle n'osa rien dire à personne. À qui se plaindre? À Morgane? À Étienne? Non. Elle devait d'abord comprendre. Puis, un vendredi soir, alors qu'elle quittait l'entreprise un peu plus tard que d'habitude, elle le vit. Un homme grand, mince, portant un manteau noir qui se tenait de l'autre côté de la rue. Il ne bougeait pas, ne la regardait pas ostensiblement, mais il était là, trop immobile pour être un simple passant. Elle accéléra le pas, le cœur battant. Il ne la suivit pas. Elle rentra chez elle, claqua la porte, vérifia 2 fois la serrure. Le lendemain matin, elle reçut un message étrange, glissé sous sa porte, une feuille pliée en 2. À l'intérieur, quelques mots, tracés à la main, sans signature. Il y a des choses qu'Étienne ne vous dit pas, des choses qui pourraient mettre votre enfant en danger. Camille sentit son souffle se couper. Elle s'assit lentement sur le lit, tenant le billet comme une preuve brûlante. Elle ne comprenait pas. Étienne avait été respectueux, distant, protecteur même. Pourquoi cette menace? Était-ce un mensonge? Un piège? Madeleine, cette dernière, après tout, avait été proche de lui. Elle aurait pu avoir accès à beaucoup d'informations. Et si elle tentait de nuire à Camille pour atteindre Étienne? Ce soir-là, Camille ne dormit presque pas. Le moindre bruit la faisait sursauter. Elle fixait son téléphone, incertaine. Appeler Étienne? Le confronter? Non, pas encore. Elle avait besoin de savoir plus, de comprendre ce passé qui s'infiltrait dans sa vie sans permission. Le dimanche suivant, alors qu'elle faisait quelques courses dans un marché du 11e arrondissement, elle sentit une présence derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, elle reconnut immédiatement le visage qu'elle n'avait vu qu'en photo. Madeleine Vasseur, en chair et en os, élégante, intimidante, froide. « On dirait que vous avez bien trouvé vos marques », dit-elle avec un sourire glacé. Camille recula instinctivement. « Que me voulez-vous ?»« Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question », répondit-elle en s'approchant d'un étal. « C'est à lui. Étienne, il vous cache des choses, et quand tout éclatera, ce ne sera pas vous qu'il protégera, ce sera lui-même, comme toujours. » Elle se pencha légèrement, un sourire cruel au coin des lèvres. « Faites ce que vous voulez, Camille, mais ne croyez jamais que vous êtes la première à avoir cru à ces beaux gestes. » Puis elle s'éloigna, laissant Camille figée au milieu des passants. Ce jour-là, Camille comprit que la menace qui planait sur elle n'était pas vague. Elle avait un visage, une voix et un plan. Le lundi suivant, dès les premières heures, l'atmosphère dans les bureaux de Dumas Technologies était différente. Quelque chose d'indicible flottait dans l'air, une tension sous-jacente perceptible dans les mouvements précipités, les conversations murmurées et les regards échangés avec prudence. Camille le sentit dès qu'elle franchit les portes vitrées de l'accueil. Morgane, d'ordinaire imperturbable, la salua brièvement, sans sourire, et dans l'ascenseur, personne ne prononça un mot. À 10 heures précises, alors qu'elle s'occupait de l'organisation numérique de dossiers internes, un message surgit sur son écran. Salle de réunion Delta immédiatement. Aucun nom, aucune explication. Elle fronça les sourcils, hésita un instant, puis se leva, le cœur battant. Le couloir semblait plus long que d'habitude. Lorsqu'elle poussa la porte de la salle de réunion, elle comprit aussitôt que quelque chose avait changé de dimension. Madeleine Vasseur était là. Assise à l'extrémité de la table, elle portait une veste crème sur mesure, ses cheveux tirés en arrière, ses ongles parfaitement laqués d'un rouge sombre. Elle se leva lentement en voyant Camille entrer, comme si elle l'attendait depuis des heures. « Ah, la voilà », lança-t-elle avec une douceur artificielle. « Je craignais que vous ne vous perdiez dans les étages. C'est vrai que ce genre d'endroit ne vous est pas très familier. » Étienne, debout à l'autre extrémité, s'approcha rapidement. « Camille, entrez », dit-il avec calme, bien que ses traits soient plus tendus que d'habitude. « Prenez place. » Camille obéit, méfiante. Elle sentit le regard acéré de Madeleine glisser sur elle, l'évaluer, la juger, la démonter. « Je me suis permise de venir aujourd'hui, » reprit Madeleine, « parce que certaines choses exigent clarté, transparence. Et parce que, malgré tout, je connais cette entreprise. Je sais ce qu'elle représente. » Étienne croisa les bras. « Ce n'est ni ta place, ni ton rôle, Madeleine. Tu n'as plus aucun lien avec cette société. »« Aucun lien légal, non, » répliqua-t-elle. « Mais tu sais très bien que mes informations peuvent valoir plus qu'un siège au conseil. Et justement, il est temps de les utiliser. » Elle se tourna vers Camille, comme si Étienne n'était plus dans la pièce. « Vous croyez qu'il vous a choisi pour vos talents de dactylographe ?»
Que vous avez trouvé ici un refuge, une place? Non, ma chère, vous êtes un outil, un visage commode pour calmer ces démons, une distraction dans un calendrier trop chargé de culpabilité. Camille serra les poings. Vous ne me connaissez pas, dit-elle, et je n'ai rien demandé. C'est vous qui forcez votre présence ici. Madeleine rit doucement. Ah, mais je vous connais mieux que vous ne croyez. J'ai vu votre parcours, vos absences, vos dettes, vos origines. Tout est là, accessible. Vous êtes un risque pour cette entreprise, Camille. Un jour ou l'autre, les gens poseront les bonnes questions. Et quand cela arrivera, Étienne ne sera pas là pour vous protéger. Il ne l'a jamais été pour personne. Étienne fit un pas en avant, la voix plus sèche. Tu dépasses les bornes. Ce que tu fais là est une tentative d'intimidation. Seulement, corrigea-t-elle, c'est un avertissement. Elle sortit un dossier mince de son sac. Elle le posa sur la table devant Étienne, sans un mot. Puis elle s'éloigna de la table, s'arrêta près de Camille et murmura « Il y a des choses dans ce dossier que vous ne voudriez pas voir publiées. Sur vous, sur lui, sur votre passé, sur ce que vous cachez l'un à l'autre. » Puis elle sortit, laissant derrière elle une pièce figée dans un silence glacial. Étienne ne toucha pas immédiatement au dossier. Il ferma les yeux quelques secondes, visiblement accablé. Camille, elle, ne bougea pas. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle avait commencé à reconstruire s'effritait, centimètre par centimètre. « Je suis désolé », finit-il par dire. « Elle est imprévisible et dangereuse. »« Que contient ce dossier ?» demanda Camille, la voix tremblante. Il la regarda droit dans les yeux. Des demi-vérités, des choses anciennes, des interprétations malveillantes. Rien qui ne mérite de vous inquiéter, mais suffisamment pour salir. Et elle peut vraiment tout faire exploser, demanda-t-elle. Si elle veut nuire, oui, répondit-il. Mais elle perdrait aussi dans l'affaire. Madeleine joue toujours à double tranchant. Elle veut du pouvoir, pas des ruines. Camille se leva. Je n'ai pas peur d'elle, dit-elle. Vous devriez au moins être prudente, murmura Étienne. Elle ne recule devant rien. Les jours suivants furent marqués par une tension constante. Madeleine rôdait. Elle apparaissait dans les couloirs sous prétexte de rendez-vous, saluait certains cadres avec des sourires complices. Les rumeurs reprirent de plus belle. Certaines affirmaient qu'elle possédait encore des parts secrètes de la société, d'autres qu'elle menait une campagne pour discréditer Étienne et reprendre le contrôle d'un projet qu'ils avaient conçu ensemble des années auparavant. Camille, elle, sentait chaque jour le poids de cette présence. Elle devenait méfiante, évitait certains regards et marchait plus vite dans la rue. Elle avait désormais la certitude que Madeleine connaissait bien plus qu'elle ne l'avait laissé entendre. Un soir, elle retrouva un nouveau billet glissé dans son sac, alors qu'elle ne s'en était jamais séparée. Cette fois, il n'y avait que 3 mots, tracés avec la même écriture que la dernière fois. La vérité arrive. Camille comprit que la guerre ne faisait que commencer, et que si elle voulait rester debout, pour elle et pour son enfant, il lui faudrait plus que du courage. Il lui faudrait de la stratégie. Et peut-être de l'aide, même si cela signifiait tendre la main à celui qu'elle commençait seulement à comprendre. Camille aurait pu fuir. Elle y pensa sérieusement à plusieurs reprises, quitter l'entreprise, changer de quartier, disparaître avant que Madeleine ne décide de porter un coup final. Mais chaque fois qu'elle posait la main sur son ventre, elle se rappelait pourquoi elle avait tenu jusque-là. Ce qu'elle voulait offrir à son enfant ne se trouvait pas dans la fuite, mais dans la construction. Et elle avait commencé à bâtir quelque chose, même fragile, même instable. Elle retourna au travail le lendemain avec le menton légèrement plus haut. Les regards persistèrent, les chuchotements aussi, mais elle ne baissa plus les yeux. Elle fit ce qu'elle savait faire, travailler, écouter, apprendre. Elle prenait note de tout, ajustait sa posture, répondait avec justesse. Elle savait qu'il ne suffirait pas de bien faire les choses. Il lui faudrait prouver qu'elle méritait d'être là pour ses compétences et non pour une supposée faveur. Les premiers signes de changement apparurent discrètement. Morgane, qui l'avait toujours traitée avec une neutralité professionnelle, commença à lui confier des tâches plus complexes. L'organisation d'un petit séminaire interne, la coordination d'un dossier interdépartement, l'accompagnement d'un projet pilote de mécénat culturel. Camille s'y plongea avec sérieux, prouvant par sa rigueur qu'elle valait mieux que les étiquettes. Une semaine plus tard, lors d'une réunion, elle fit une remarque pertinente sur la structuration d'une base de données pour un projet social à l'étranger. Un silence s'installa, puis un des responsables acquiesça. « C'est vrai,
Je n'y avais pas pensé. Bonne idée, mademoiselle Moreau. Ce fut le premier regard différent. Pas de pitié, pas de méfiance, juste du respect. Peu à peu, d'autres suivirent. Julien, un des comptables seniors, commença à échanger avec elle des conseils sur les protocoles internes. Une stagiaire vint lui demander de l'aide pour un tableau. Même le ton de Morgane devint plus chaleureux. Étienne, lui, restait à distance. Il suivait les progrès de Camille sans s'imposer. Il n'assistait plus aux réunions où elle était présente, ne lui envoyait plus de messages directs. Mais elle savait qu'il observait. Elle le devinait dans les retours indirects qu'elle recevait, dans la subtilité de certains ajustements d'équipe. Camille ne savait pas ce qu'il ressentait, s'il éprouvait de la culpabilité, de l'admiration ou quelque chose d'autre. Mais elle savait qu'il lui laissait l'espace nécessaire pour s'affirmer seule, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Parfois, le soir, elle restait quelques minutes de plus dans la salle de repos, seule, à contempler la ville depuis les grandes vitres. Elle pensait à son père, à ce qu'il dirait s'il la voyait là. Elle se rappelait les livres qu'il lui lisait, les mots qu'il avait choisis pour lui donner confiance. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Camille. » Elle s'y accrochait comme à une liane dans une tempête. L'une de ces nuits, en rentrant à pied, elle croisa à nouveau l'homme au manteau noir. Il resta de l'autre côté de la rue, immobile. Mais cette fois, elle ne changea pas de trottoir. Elle continua de marcher, le regard droit, les poings fermés. Il ne bougea pas. Le lendemain, Morgane la convoqua brièvement dans son bureau. Elle lui montra un dossier. « Nous avons besoin d'un rapport clair sur les actions sociales menées ces 2 dernières années. C'est pour une présentation stratégique. Est-ce que vous pouvez vous en occuper ?»« Moi ?» demanda Camille, surprise. « Vous avez l'œil pour ça, et vous comprenez ce que ces projets représentent. » Camille accepta sans hésiter. Elle passa ses soirées à analyser, recouper, structurer les données. À la fin de la semaine, elle rendit un rapport clair, argumenté, synthétique. Morgane le fit suivre directement à Étienne. Il ne répondit pas, mais une note fut glissée sur le bureau de Camille le lendemain. Travail remarquable. Continuez. Ce mot, aussi bref soit-il, la bouleversa. Elle le rangea dans le même tiroir que celui du café. Ce n'était pas une déclaration, c'était une reconnaissance. Un matin, dans l'ascenseur, Étienne entra au dernier moment. Ils furent seuls. Le silence dura jusqu'au 7e étage. Puis, doucement, il murmura « Je vois ce que vous êtes en train de faire ici, Camille. » Elle le regarda, interrogative. « Vous construisez quelque chose que même Madeleine ne pourra pas démolir. » Elle ne répondit pas, mais il vit dans ses yeux qu'elle avait compris. Ce jour-là, Camille ressentit pour la première fois depuis longtemps un soupçon d'espoir profond. Pas seulement pour elle, mais pour l'avenir de l'enfant qu'elle portait. Il aurait peut-être une mère dont il serait fier, une femme qui n'avait pas fui, une femme qui était restée. Le calme nouvellement installé dans la vie de Camille ne dura pas. Juste assez longtemps pour qu'elle commence à croire que le pire était derrière elle. Mais Madeleine, fidèle à sa réputation, frappa sans prévenir. Tout commença par une convocation inattendue, un courriel interne, laconique, signé par la direction juridique. « Veuillez vous présenter au bureau de la conformité demain à 10 h. Présence obligatoire. » Aucun détail, pas d'explication. Camille sentit une angoisse sourde lui nouer l'estomac. Elle relut le message plusieurs fois, tenta de trouver un indice, une nuance, quelque chose qui puisse trahir la nature de cette convocation. En vain. Le soir même, elle consulta Morgane, mais celle-ci sembla soudain distante, préoccupée, comme si elle n'osait dire ce qu'elle savait. « Ce n'est peut-être rien, murmura-t-elle, mais allez-y préparer. » Camille passa une nuit blanche. Le lendemain, à 10 h pile, elle entra dans une salle aux murs de verre opaque, où l'attendaient 2 membres du service juridique et un représentant du conseil d'administration. Étienne était là aussi, debout près de la fenêtre, le visage fermé. L'un des juristes prit la parole, document en main. « Mademoiselle Moreau, des anomalies ont été relevées dans les rapports comptables que vous avez transmis pour le programme de mécénat culturel. Des virements injustifiés, des doublons, des signatures numérisées apparaissant sur des autorisations non validées. » Camille pâlit. « Je ne comprends pas. J'ai suivi les procédures. Morgane peut en témoigner. »« Ce sont des documents électroniques, » reprit le juriste, « accessibles via vos identifiants. » Il fit glisser une pile de feuilles devant elle. Camille reconnut certaines pages, mais d'autres lui étaient totalement étrangères. Son nom figurait en pied de page, sa signature, ses identifiants, tout semblait indiscutable.
Elle se tourna vers Étienne, le souffle court. « Vous croyez que j'ai fait ça ?» Il la fixa longuement comme s'il cherchait une vérité invisible. « Ce n'est pas à moi de décider, » répondit-il. « C'est une procédure interne. Il faut que tout soit clair. »« Quelqu'un m'a piégé, dit-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Je n'ai rien à voir avec ça. » Elle sortit de la salle étourdie, le dossier serré contre elle comme un fardeau. Dans l'ascenseur, elle sentit les larmes monter, mais se retint. « Pas ici, pas maintenant. » Une fois chez elle, elle explosa. Comment cela avait-il pu arriver? Qui aurait pu vouloir la détruire à ce point? La réponse s'imposa d'elle-même. Madeleine. Cela avait son style. Précis, vicieux, sans trace. Une attaque qui ne laissait que suspicion et isolement. Camille savait que la femme avait les moyens et les relations pour obtenir l'accès au système. Elle avait été proche de nombreux membres du personnel. Et elle connaissait Étienne, ses faiblesses, ses doutes. Les jours suivants furent un cauchemar. Camille fut suspendue temporairement, le temps de l'enquête. Elle ne pouvait pas entrer dans les locaux. Elle ne recevait plus de courriel. Son badge fut désactivé. Morgane ne répondit plus à ses messages. Julien, le comptable avec qui elle avait commencé à sympathiser, ne répondit qu'une fois, brièvement. « Je suis désolé. Je ne peux rien faire pour l'instant. » Camille se retrouva seule. De nouveau. Elle resta chez elle à revoir chaque dossier, chaque mail, chaque trace de son passage dans l'entreprise. Rien ne permettait de prouver son innocence. Les fichiers avaient été modifiés, mais elle n'avait ni preuve de falsification, ni alibi numérique. Chaque jour, elle sentait la confiance qu'elle avait réussi à construire s'effriter. Et pourtant, au milieu de cette tempête, elle refusait de céder à la panique. Elle passa ses journées à organiser ses défenses. Elle relut les règlements internes, prit des notes, chercha les incohérences. Elle documenta tout. Elle voulait se battre, même si le combat semblait perdu d'avance. Une semaine plus tard, elle reçut une lettre recommandée. Convocation officielle devant le conseil d'éthique de l'entreprise. Étienne y assisterait. C'était une formalité, mais lourde de conséquences. Si le conseil jugeait qu'elle avait fraudé, même involontairement, elle serait licenciée avec mention disciplinaire. Son nom serait entaché. Plus aucune entreprise ne lui ferait confiance. Elle redeviendrait une paria. Avec un bébé à naître. La veille de la convocation, elle fit un dernier tour à la bibliothèque. Là, entre deux rayons, elle croisa Julien. Il s'approcha, nerveux. « Je ne peux pas rester longtemps, » murmura-t-il. « Mais je dois vous dire quelque chose. » Elle le regarda, surprise. Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis sortit une clé USB. Il y a dedans une copie du journal des accès au système. J'ai vu qu'une connexion a été faite avec vos identifiants, depuis une adresse IP externe. C'est impossible si vous étiez connecté au réseau interne en même temps. Quelqu'un a doublé vos accès. Et je crois savoir qui. Madeleine, souffla Camille. Il hocha la tête. J'ai travaillé avec elle il y a des années. Elle m'a fait chanter une fois. J'ai cru que c'était fini. Mais quand j'ai vu votre nom dans la liste des suspects, j'ai compris. Elle recommence. Camille sentit une émotion violente lui monter à la gorge. Elle prit la clé. « Merci, vous ne savez pas ce que ça signifie pour moi. Faites attention, » ajouta Julien. « Si elle découvre que je vous ai aidé... » Mais Camille ne l'écoutait déjà plus. Elle avait enfin une preuve. Mince, fragile, contestable, mais réelle. Et au fond d'elle, une rage douce, maîtrisée, grandissait. Elle avait subi trop longtemps. Cette fois, elle ne se contenterait pas de survivre. Elle allait riposter. Le matin de la convocation, Camille se présenta devant le conseil d'éthique avec un calme qui contrastait avec l'agitation intérieure qu'elle maîtrisait de justesse. Son ventre, désormais proéminent, alourdissait ses mouvements, mais renforçait aussi sa détermination. Elle n'était plus seule. Elle ne l'avait jamais été. Chaque pas qu'elle faisait était aussi pour l'enfant qu'elle portait, et cette pensée la fortifiait. La salle où se tenait la réunion était froide, impersonnelle, éclairée par des néons trop blancs. Autour de la table, les visages du conseil étaient impassibles. À l'autre bout, Étienne Dumas, bras croisés, affichait une neutralité tendue. Il n'avait ni condamné ni défendu publiquement Camille jusque-là. Et aujourd'hui, il gardait ce même silence. Camille s'installa et posa calmement sur la table la clé USB remise par Julien. Tous les regards convergèrent vers cet objet minuscule, mais chargé d'une force nouvelle. « J'ai été accusée d'avoir falsifié des documents et détourné des fonds, commença-t-elle.
Je comprends la gravité de ces accusations, mais je vous demande de bien vouloir examiner ces fichiers. Le conseiller principal haussa un sourcil. Et que contient cette clé, mademoiselle Moreau? Le journal des connexions au système comptable, répondit-elle. Il y a des connexions à mon compte qui se sont produites alors que j'étais connecté physiquement dans les locaux de l'entreprise. C'est techniquement impossible à moins d'un double accès. Quelqu'un a usurpé mon identité numérique. Un silence tendu s'installa. Étienne, pour la première fois, se pencha en avant, intéressé. « Et d'où provient cette clé ?» demanda un autre membre du conseil. Camille hésita une seconde. Elle savait qu'en révélant Julien, elle le mettait en danger. Mais ce dernier avait insisté pour qu'elle se défende, pour que la vérité éclate. D'un employé du service comptable. Il a découvert l'anomalie en vérifiant ses propres archives. Il a reconnu les pratiques qu'il avait déjà vues dans un autre contexte, sous la pression d'une certaine Madeleine Vasseur. Cette fois, plusieurs visages se figèrent. Le nom prononcé dans cet espace formel fit l'effet d'un séisme silencieux. « Madeleine n'a plus de lien avec cette entreprise », déclara un membre du conseil. « Peut-être pas officiel », répondit Camille. « Mais elle garde des accès, ou du moins les moyens d'en obtenir. Elle m'a menacé à plusieurs reprises, m'a suivi dans la rue, a glissé des lettres anonymes dans mes affaires. Elle veut me faire tomber pour atteindre M. Dumas. » Étienne releva lentement les yeux vers Camille. Elle soutint son regard sans ciller. « Pourquoi vous ?» demanda un membre du conseil sceptique. « Parce que je suis vulnérable en apparence. Parce que je suis lié à cette entreprise par un chemin atypique. Parce qu'elle croit que personne ne me défendra. Et surtout, parce qu'elle sait que me faire tomber serait une attaque directe contre la réputation de M. Dumas, qui m'a offert une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. » Le conseil demanda à examiner les fichiers. Un technicien fut appelé. L'analyse fut immédiate. 2 adresses IP. Des horaires incompatibles. Une falsification claire. Lorsque le verdict fut prononcé, il n'y eut ni acclamation ni soupir de soulagement. Juste une phrase nette. Les accusations sont levées. Le dossier sera révisé et des mesures seront prises pour identifier précisément l'origine de la fraude. Camille sortit de la salle, les jambes flageolantes. Elle croisa Morgane dans le couloir. Cette dernière lui serra discrètement l'avant-bras, sans un mot, mais avec une pression qui valait 1000 paroles. Plus tard dans la journée, Étienne frappa à la porte du petit bureau qu'occupait encore Camille. Elle était seule, rassemblant ses affaires provisoires. Il entra, referma la porte doucement. « Je vous dois des excuses, dit-il, debout, les mains jointes. J'aurais dû vous défendre dès le début. J'ai voulu rester neutre, laisser le système faire son travail. Mais c'était une erreur. Je vous ai laissé seul face à une guerre que je connaissais déjà trop bien. Vous avez fait ce que vous avez cru juste, répondit-elle, sans amertume. J'aurais aimé que ce soit différent, mais je comprends. Il s'approcha lentement, plus près que jamais, mais sans franchir cette frontière invisible qui les séparait encore. Camille, ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas juste admirable, c'est une démonstration de force. Vous avez tenu debout là où d'autres se seraient effondrés. Vous avez protégé votre nom, votre intégrité, votre avenir et celui de votre enfant. Un silence s'installa. Elle baissa les yeux, émue malgré elle. « Je ne voulais pas qu'on me voie comme une victime, » murmura-t-elle. « Je voulais juste pouvoir respirer. »« Vous méritez plus que ça, » répondit-il. « Beaucoup plus. » Elle releva les yeux. Il y avait dans son regard quelque chose de nouveau, de doux, d'hésitant. « Le père de votre enfant, vous ne l'avez jamais mentionné. » Camille inspira profondément. « Il est mort, avant même que je découvre la grossesse. Un accident de moto, on n'était pas mariés. On se connaissait à peine. Mais il aurait été un bon homme, je crois. Et je n'ai jamais cherché quelqu'un pour le remplacer. Je voulais juste rester debout. » Étienne hocha la tête, absorbant ces mots avec une gravité respectueuse. « Ce que vous avez traversé et ce que vous avez fait ici, c'est vous qui avez redonné un sens à certaines choses dans cette entreprise, pas l'inverse. » Il lui tendit la main. Elle la serra sans détour. Ce jour-là, Camille comprit qu'un lien nouveau se tissait. Pas fait de dépendance ou de secours, mais de reconnaissance mutuelle. Et peut-être, lentement, d'un respect plus profond encore. Le retour de Camille au bureau après la levée des accusations ne ressembla en rien à son arrivée initiale. Les regards, autrefois méfiants ou moqueurs, s'étaient transformés en silence respectueux. Certains évitaient son regard, honteux d'avoir jugé trop vite. D'autres, plus courageux, la saluaient avec un hochement de tête discret,
une reconnaissance implicite de sa résilience. Mais Camille n'était pas revenue pour prouver quoi que ce soit. Elle n'était plus animée par le besoin de convaincre ou de se justifier. Elle avait dépassé ce stade. Désormais, elle voulait construire, bâtir quelque chose de solide, de vrai, à la hauteur de l'avenir qu'elle entrevoyait enfin pour elle et son enfant. Quelques jours après la réunion du conseil, Étienne lui demanda un entretien privé. Il l'attendait dans son bureau, les mains croisées, le regard plus doux que d'habitude. Il lui proposa de s'asseoir, puis entra sans détour dans le sujet. « Camille, nous avons besoin de vous, pas comme simple assistante, mais comme actrice centrale d'un nouveau projet. » Elle le fixa, attentive, sans oser encore croire à ce qu'elle entendait. « Depuis quelque temps, nous avons évoqué la création d'un département de projets sociaux et humanitaires au sein de Duma Technologies, une branche dédiée à des actions concrètes, durables, visant à soutenir des causes trop souvent ignorées. Les mères isolées, les jeunes en situation de précarité, les exclus du système. Vous seriez la personne idéale pour en prendre la direction opérationnelle. » Camille resta sans voix. Elle s'était préparée à reprendre son poste précédent. Elle n'avait pas imaginé une proposition de cette envergure. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander. Étienne se leva, marcha lentement vers la fenêtre. « Parce que vous incarnez ce que ce projet représente. Pas une idée abstraite, une réalité. Vous avez vécu ce que nous voulons combattre. Vous avez les compétences, la vision et surtout la légitimité. Ce n'est pas une faveur, Camille, c'est une responsabilité. Et je crois que vous êtes prête. » Elle prit une inspiration lente, ses pensées tournant à toute vitesse. Elle pensait à tout ce qu'elle avait traversé depuis son arrivée à Paris, à cette première nuit glaciale sur le banc de la place des Vosges. Était-ce possible que tout cela ait conduit ici, à cette opportunité inattendue, offerte non pas en échange de gratitude, mais en reconnaissance de sa valeur? Il y aurait un salaire ajusté, bien sûr, ajouta Étienne, un contrat stable, et j'ai également pris la liberté de vous proposer un logement de fonction. Un appartement dans le 10e arrondissement, rénové, calme, proche des transports. Camille se redressa, la gorge nouée. Je ne veux pas que ce soit perçu comme un arrangement personnel. Étienne la regarda avec une intensité douce. Ce n'en est pas un. Vous ne me devez rien, Camille. Je vous propose cela parce que vous êtes la meilleure personne pour cette mission. Le logement, c'est une solution pratique, pas une dépendance. Elle baissa les yeux, émue. Elle n'avait jamais imaginé pouvoir dire non à une offre pareille. Et pourtant, une partie d'elle hésitait. Non pas par méfiance, mais par peur. Peur de s'engager de nouveau. Peur de croire qu'une vie meilleure était possible. « J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle enfin. Ce n'est pas un refus. Juste une pause. » Étienne acquiesça. « Prenez le temps. Mais sachez que pour une fois, le monde n'attendra pas pour vous faire tomber. Il attend pour vous voir réussir. » Elle quitta le bureau avec un tourbillon d'émotions. Ce soir-là, dans sa petite chambre, elle étala sur la table les plans du projet, les documents préparatoires qu'Étienne lui avait confiés. Elle passa des heures à les lire, à les annoter. Elle vit les chiffres, les cibles, les partenaires potentiels. Elle comprit l'ampleur de la tâche, et plus elle lisait, plus elle sentait en elle une certitude naître. Le lendemain, elle retourna le voir. Étienne se leva en la voyant entrer, comme s'il pressentait sa décision. « C'est un oui, dit-elle simplement, mais à une condition. »« Laquelle ? Je veux pouvoir choisir mon équipe et travailler en lien direct avec les bénéficiaires. Ce ne doit pas être un projet vitrine. Je veux que ce soit vivant, concret. » Il sourit sincèrement. « Vous aurez carte blanche. » Elle tendit la main. Il la serra. Les semaines suivantes furent les plus intenses de sa vie. Elle organisa les premiers entretiens, contacta des associations locales, mit en place des cellules d'écoute. Étienne passait parfois dans son bureau, toujours discret, toujours en retrait. Il ne cherchait pas à s'imposer. Il lui laissait l'espace, la confiance. L'appartement qu'elle découvrit dans le 10e arrondissement était modeste, mais charmant. 2 pièces lumineuses, une petite cuisine, une chambre tranquille. Elle y emménagea peu à peu, achetant les meubles d'occasion, décorant les murs avec de vieux cadres récupérés. Elle y aménagea un coin pour le bébé, choisissant chaque objet avec soin. Le lien entre elle et Étienne évoluait. Ils parlaient souvent, longuement, de tout, de rien, de projets, de livres, de souvenirs d'enfance. Ils ne faisaient jamais d'allusion à un rapprochement personnel. Mais dans leur silence partagé,
Quelque chose de plus profond se tissait. Camille restait prudente, pas par peur d'Étienne, mais par respect pour elle-même. Elle voulait être sûre que ses choix étaient libres, construits, pas des réflexes de gratitude ou de besoin. Elle savait ce que cela lui avait coûté d'être faible. Elle refusait de retomber dans cette dépendance. Un soir, alors qu'elle fermait son bureau après une réunion tardive, elle trouva un mot glissé sous la porte. Une écriture familière. C'était de Madeleine. « Tout cela est temporaire. Quand les projecteurs s'éteindront, tu redeviendras invisible. » Camille froissa le papier et le jeta sans lire la suite. Elle n'avait plus peur. Elle n'était plus cette femme sur le banc. Elle était devenue bien plus que ce que Madeleine pouvait détruire. Le lancement du département de projets sociaux dirigé par Camille attira l'attention dès ses premières annonces. Des articles spécialisés commencèrent à évoquer l'initiative humaine d'une entreprise jusqu'alors réputée pour sa froideur technologique. Mais aucun ne mentionnait Camille par son nom. Cela changea brutalement lorsque Madeleine décida de passer à l'offensive, une fois encore. Une fin de matinée, alors que Camille finalisait une réunion avec une ONG partenaire, Morgane entra dans son bureau, le visage pâle, tenant une tablette à la main. « Tu dois voir ça. » Camille lut le titre d'un site à scandale bien connu. La protégée de Dumas, une histoire de manipulation, grossesse stratégique et ascension douteuse. L'article long et venimeux dépeignait Camille comme une jeune femme calculatrice, prétendument sans scrupules, ayant délibérément approché Étienne pour obtenir un emploi, un logement et maintenant un poste de direction. Des extraits de conversations inventées, des images volées d'elle dans la rue, et même un ancien document médical sorti de son dossier hospitalier était présenté comme preuve. Le coup était d'une cruauté rare. Le texte insinuait que Camille avait choisi d'être enceinte pour attendrir, séduire, puis manipuler, que tout ce qu'elle avait accompli était une façade soigneusement entretenue. Et le plus terrible, il y avait des allusions à son passé familial, à la mort de son père, comme si cela faisait partie d'un plan. Camille posa lentement la tablette. Pendant quelques secondes, elle ne ressentit rien. Puis la colère monta. Une colère lucide, brûlante, impitoyable. « Elle est allée trop loin, dit-elle d'une voix posée. Beaucoup trop loin. » Étienne la convoqua immédiatement. Elle le trouva déjà en train de parler à l'équipe de communication interne des documents éparpillés sur son bureau. Lorsqu'il la vit entrer, il la fit asseoir en silence puis se tourna vers ses collaborateurs. « Donnez-nous un moment. » Une fois seul, il s'assit face à elle, les coudes sur les genoux. « Camille, je suis désolé. Je n'ai pas anticipé cela. J'aurais dû m'y attendre. » « Elle ne connaît pas de limites. Ce n'est pas votre faute, répondit-elle. Ce qui compte maintenant, c'est comment on réagit. Étienne la regarda, surpris par sa maîtrise. « Je veux répondre, ajouta-t-elle. Pas par vengeance, pas par défense, mais pour dire la vérité. Pour ne pas me taire une fois de plus. » Il approuva d'un signe de tête. Dans l'heure suivante, ils préparèrent un communiqué, non pas de la direction, mais signé par Camille elle-même. Elle y racontait son histoire sans pathos, exposant les faits avec simplicité. La perte de son père, la nuit sur le banc, la rencontre fortuite, l'évolution au sein de l'entreprise, les menaces reçues. Elle ne nommait jamais Madeleine. Elle se contentait de raconter de manière droite ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle espérait construire. Le message fut publié en fin de journée sur le site de l'entreprise, puis relayé sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les réactions affluèrent. Contrairement à ce que Madeleine avait sans doute espéré, la majorité du public ne se retourna pas contre Camille. Bien au contraire. Les commentaires parlaient de courage, de dignité, de résilience. Des femmes, notamment, partagèrent leurs propres histoires. Certaines se disaient inspirées par son parcours, par sa façon de ne jamais se présenter comme une victime. Des influenceurs engagés dans les causes sociales relayèrent en sa lettre, appelant à la solidarité. Camille devint malgré elle un symbole. Étienne, de son côté, ne resta pas en retrait. Lors d'un entretien avec un média économique, il déclara publiquement « Camille Moreau est l'une des femmes les plus fortes que j'ai rencontrées. Elle n'a jamais cherché à séduire qui que ce soit pour obtenir sa place ici. Elle l'a conquise par son travail, son intégrité et sa vision. C'est un honneur pour notre entreprise de l'avoir avec nous. » Ce soutien, public et inébranlable, fit basculer l'opinion. Les derniers doutes tombèrent. Camille, jusqu'alors protégée dans l'ombre, fut propulsée au centre. Quelques jours plus tard,
Des enquêteurs indépendants découvrirent que les documents médicaux utilisés contre elle provenaient d'un ancien contact hospitalier de Madeleine. Des poursuites furent entamées pour violation de la vie privée. Et les révélations ne s'arrêtèrent pas là. Des anciens collaborateurs de Madeleine, jusque-là silencieux, commencèrent à parler. Pression, manipulation, détournement subtil de fonds dans son agence de communication. Des schémas similaires apparaissaient. Une enquête complète fut ouverte. Camille n'éprouva aucun plaisir à voir Madeleine tomber. Mais elle ressentit un apaisement, une forme de justice. Dans les semaines qui suivirent, elle se concentra sur son travail, sur les partenariats à consolider, sur les dossiers à défendre. Mais surtout, elle se prépara à accueillir son enfant. L'appartement, modeste mais lumineux, était prêt. Le berceau, monté un dimanche après-midi avec l'aide de Julien, trônait dans un coin de la chambre. Des vêtements lavés à la main séchaient sur un fil tendu près de la fenêtre. Étienne passait parfois, toujours à l'improviste, jamais trop longtemps. Il apportait des livres, des idées de projets, parfois un plat cuisiné par sa mère. Il ne forçait rien, mais il était là. Une nuit, alors qu'ils discutaient doucement sur le canapé, Camille lui demanda « Pourquoi êtes-vous resté si distant pendant tout ce temps ?» Il la regarda longuement avant de répondre. « Parce que je ne voulais pas devenir une autre Cage, » murmura-t-il. « Vous vous êtes libéré seul. Je ne voulais pas vous donner l'illusion d'une liberté dépendante de moi. » Camille sourit, émue. « Et maintenant, je suis là, si vous le voulez. » Elle ne répondit pas tout de suite. Mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle. Le tumulte médiatique s'était calmé peu à peu. Les projecteurs s'étaient tournés vers d'autres polémiques, d'autres visages. Mais pour Camille, la vraie transformation ne s'était pas jouée dans les pages des journaux ou sur les réseaux sociaux. Elle se vivait dans les détails silencieux du quotidien. Les réveils dans un appartement calme, les rendez-vous médicaux sans crainte, les journées de travail rythmées par un objectif clair et construit de ses propres mains. Le département de projets sociaux qu'elle dirigeait désormais avançait avec constance. Chaque semaine, Camille rencontrait des associations, des mères seules, des jeunes marginalisés, des enseignants, des travailleurs sociaux. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, et c'est cette capacité d'écoute qui devint sa force. Elle savait ce que c'était d'avoir besoin d'aide sans oser la demander. Elle parlait avec une légitimité que les autres sentaient sans qu'elle ait besoin de l'imposer. Le projet qu'elle lança en priorité portait un nom simple, un toit pour deux. Il s'agissait d'un programme de soutien à l'hébergement temporaire de femmes enceintes, en situation précaire, couplé à un accompagnement administratif et psychologique. En l'exposant devant le conseil d'administration, elle n'avait pas parlé de statistiques ou de retour sur investissement. Elle avait raconté son histoire, sans larmoyer, juste les faits, avec la force tranquille de celle qui a survécu. Le conseil avait voté à l'unanimité. Dans l'intimité de son appartement, Camille préparait doucement l'arrivée de son enfant. Le berceau était prêt, avec des draps blancs qu'elle avait choisis elle-même. Une guirlande de papier faite à la main ornait le mur. Sur une étagère, quelques peluches offertes par des collègues trônaient fièrement. Elle parlait parfois à son bébé en silence, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, lui promettant sans promesse extravagante une vie où il serait vu, entendu, aimé. Étienne, de son côté, restait présent, discret mais régulier. Il n'y avait pas entre eux de relation définie, pas de titre, pas de statut, mais une complicité lente et profonde, faite de gestes simples. Un dîner déposé sur la table, un livre laissé avec une note, un message bref en fin de journée. Il ne posait pas de questions sur ce qu'ils étaient. Il attendait que Camille le fasse si elle en ressentait un jour le besoin. Un soir, alors qu'elle peignait une petite commode en bois récupéré, il passa avec 2 sacs de course. « Tu ne devrais pas trop te fatiguer », dit-il en l'aidant à se relever. « Ce n'est pas de la fatigue, c'est de la joie en mouvement », répondit-elle en souriant. Ils dînèrent côte à côte, parlant de tout sauf de travail. Étienne raconta une anecdote d'enfance sur sa grand-mère qui lui avait appris à tricoter. Camille rit sincèrement, la tête appuyée contre le dossier de la chaise. « Tu pourrais essayer de faire un bonnet ?» lança-t-elle moqueuse. « Challenge accepté », répondit-il avec sérieux. La naissance approchait, et avec elle, une tension douce et constante. Camille avait organisé tout ce qu'elle pouvait. Valise prête, numéro d'urgence sur le frigo, plan de transport. Elle avait même demandé à Morgane de l'aider à établir un protocole temporaire pour la gestion du département en son absence. Tout était prêt. Sauf elle, pensait-elle parfois,
dans un élan d'angoisse nocturne. Un soir, alors qu'elle regardait les lumières de la ville depuis son canapé, elle sentit un coup sec contre ses côtes. Elle posa la main sur son ventre, émue. « Tu veux me dire que tu es prêt, toi ?» souffla-t-elle. Elle ferma les yeux, bercée par la sensation. Elle pensait à tout ce chemin parcouru, de la place des Vosges à ce fauteuil, du silence glacial d'un banc au rire timide partagé avec Étienne. Rien n'avait été facile, rien ne lui avait été offert sans contrepartie, mais chaque pas avait été réel, mérité. Étienne arriva un peu plus tard ce soir-là. Il trouva Camille endormie sur le canapé, une couverture sur les genoux, la main posée sur son ventre. Il s'assit à côté d'elle en silence et resta là simplement, le regard perdu dans la pénombre. Il savait qu'il l'aimait, sans théâtre, sans drame, avec cette intensité calme que seuls les liens sincères possèdent. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais il savait qu'il voulait en faire partie, et il savait aussi que, lorsqu'elle serait prête, elle le lui dirait. Le lendemain, Camille reprit le travail avec une énergie paisible. Elle préparait une conférence sur l'inclusion sociale, prévue 2 semaines après sa date d'accouchement estimée. Morgane lui proposa d'y intervenir à sa place, mais elle refusa. « Je veux que ce projet continue à porter ma voix. Même si ce jour-là je parle depuis une chaise roulante. » Morgane rit, puis plus sérieusement. « Tu as changé beaucoup de choses ici, Camille. Tu devrais le savoir. »« Je crois que j'ai surtout changé moi-même, » répondit-elle. Les jours passèrent ainsi, entre projets, courriels et rituels de préparation. Camille ne comptait plus les peurs. Elle les apprivoisait, une à une. Elle savait que la tempête n'était jamais loin, mais elle avait appris à marcher sous la pluie. Et lorsque la première contraction arriva, un matin alors qu'elle écrivait une note à Morgane, elle comprit que tout était à sa place, qu'elle était prête. Le matin de l'accouchement, Paris s'éveillait sous une lumière dorée rare, presque irréelle. Camille sentit la première contraction alors qu'elle ajustait un tableau dans une présentation pour la conférence à venir. Ce n'était pas une douleur brutale, mais une pression profonde, comme une annonce intime que le moment était venu. Elle appela immédiatement la maternité, puis Étienne. Sa voix à l'autre bout du fil était calme mais ferme. « Je viens te chercher. » Il arriva en moins de 15 minutes. Lorsqu'il ouvrit la portière de la voiture, Camille eut une brève hésitation. Elle le regarda droit dans les yeux, et il comprit sans qu'elle dise un mot. Il ne laissa aucun doute. « Tu n'es pas seul. » Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit sans hâte précipitée, mais avec une intensité silencieuse. Dans la salle d'accouchement, entre 2 contractions, Camille tenait la main d'Étienne sans lâcher prise. Les heures passèrent, longues et floues, rythmées par les instructions du personnel médical, les encouragements sobres d'Étienne, les vagues de douleur qui la submergeaient puis refluaient. Et puis, enfin, dans un souffle, un cri brisa le silence. Un cri neuf, pur, irrévocable. Quand on déposa le bébé sur sa poitrine, Camille sentit tout s'effondrer et se reconstruire en même temps. Elle pleura silencieusement, les larmes d'une vie entière contenue. Étienne, debout à ses côtés, ne dit rien. Mais lorsqu'il prit le petit garçon dans ses bras pour la première fois, quelque chose en lui se brisa aussi, ou peut-être se reconstitua. « Comment tu veux l'appeler » demanda-t-il, la voix rauque. Camille sourit à travers les larmes. « Léo, comme mon père. » Il hocha la tête. C'était juste. Les jours suivants se déroulèrent dans une douceur cotonneuse. Camille resta à la maternité quelques jours, le temps de reprendre des forces. Étienne passait chaque jour, apportait des vêtements de rechange, des magazines, des plats préparés. Il ne posait pas de questions, ne forçait aucune proximité. Il était là, simplement, et c'était tout ce dont Camille avait besoin. Quand elle rentra à l'appartement avec Léo dans ses bras, tout avait été préparé avec soin. Le berceau était parfaitement dressé, les draps changés. Un bouquet de fleurs fraîches attendait sur la table. Elle remercia Étienne, mais il se contenta de hausser les épaules. « Tu n'as pas à me remercier. Tu as bâti tout ça. » Les semaines suivantes, Camille s'adapta lentement à sa nouvelle vie. Les nuits courtes, les tétés, les pleurs, les moments d'émerveillement pur. Elle continua de suivre à distance les activités du département, déléguant à Morgane tout en gardant un œil attentif. L'équipe, désormais soudée, travaillait avec efficacité et loyauté. Le lien entre Camille et Étienne se renforça. Il n'y avait toujours pas eu de déclaration, pas de geste théâtral, mais ils formaient un duo naturel, fluide. Ils l'accompagnaient aux rendez-vous médicaux,
veillait à ce qu'elle mange bien, écoutait sans jugement ses doutes de jeune mère. Il n'entrait pas dans sa chambre, sauf pour prendre Léo ou déposer une tasse de thé. Mais il restait souvent dans le salon le soir jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Un jour, alors que Léo avait un peu plus d'un mois, Étienne lui proposa de l'accompagner à une conférence de presse organisée par l'entreprise. Elle hésita, mais accepta. Elle avait besoin de se reconnecter au monde, de se rappeler qu'elle existait aussi au-delà de son rôle de mère. La conférence se déroula dans l'auditorium principal de Duma Technologies. Journalistes, partenaires, employés de longue date, tous étaient présents. Lorsqu'Étienne monta sur scène, vêtu de son costume sombre, il commença par un discours sobre sur les projets en cours, les défis économiques, les stratégies futures. Puis il s'arrêta. Il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui représente bien plus qu'une initiative professionnelle. C'est un projet humain, né d'une rencontre, d'un courage que je n'aurais pas eu, d'une dignité qui m'a forcé à revoir mes propres principes. Il dévoila un logo sur l'écran derrière lui, un nom en lettres simples, Projet Camille. Ce programme vise à offrir soutien, logement, formation et autonomie à des femmes en situation de vulnérabilité, partout en France. Il porte le nom de celle qui l'a inspirée, pensée, structurée, vécue, Camille Moreau. Je n'ai pas de mots assez forts pour dire ce qu'elle représente pour cette entreprise, mais ce projet parlera pour moi. Camille, assise au premier rang, sentit ses mains trembler. Les applaudissements retentirent, des sincères, pas protocolaires. Elle se leva lentement. Étienne la regarda depuis la scène et leurs yeux se croisèrent. Aucun mot ne fut nécessaire. Dans les jours qui suivirent, les soutiens affluèrent. Des fondations, des personnalités, des entreprises s'associèrent au projet. Camille, bien malgré elle, devint le visage d'une cause. Mais elle ne chercha jamais la lumière. Elle resta fidèle à son style, travail, discrétion, impact. Un soir, alors qu'elle berçait Léo, Étienne entra doucement dans la pièce. « Je voulais te demander quelque chose. Dis-moi, est-ce que je peux rester ce soir ?» Elle le fixa un instant, puis hocha la tête. Il s'approcha, posa une main sur son épaule. Elle ferma les yeux. Il n'y avait pas de peur, pas d'hésitation. Il y avait juste la paix. Ce n'était pas un conte de fées. C'était une histoire construite à la main, pierre après pierre, douleur après douleur. Camille savait que la vie n'épargnait personne, mais elle savait aussi qu'un destin n'était pas toujours une fatalité. Parfois, il était un choix. Et parfois, il naissait d'un banc dans une place glaciale, d'un café laissé sans mots, d'une main tendue sans attente. Elle regarda Léo dormir, puis Étienne, qui la regardait déjà. Elle sourit. Oui, sa vie avait changé pour toujours, pas par chance, par force et par amour.